Je suis principalement sur la technologie Trend Micro. Et donc, c'est moi aujourd'hui qui vais vous présenter ce webinaire consacré au ZTSA, mais aussi dans lequel on va parler des différentes directives NIS 2, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, NIS 2, ce sont des directives européennes qui sont arrivées assez récemment et qui vont toucher énormément d'entreprises en Europe et particulièrement aussi en France. Donc on verra un peu plus tard le périmètre qui va pouvoir, auquel NIS 2 va être affecté. Euh, et on va aussi parler donc du ZTSA. Donc qu'est-ce que le ZTSA? Finalement c'est le Zero Trust Secure Access de Trend Micro. Donc voir en quoi ça consiste et comment est-ce qu'on va pouvoir le paramétrer. Et finalement, comment est-ce que ça va aussi répondre à ces directives NIS 2 là. Donc voilà pour la présentation. Hop, passer à la slide d'après. Donc au niveau du sommaire, donc, dans un premier temps, je vais faire une présentation sur des slides pendant une vingtaine de minutes, où on va parler justement du périmètre de NIS 2, donc savoir quelles entreprises vont être impactées par ces directives-là, les différentes directives de NIS 2 et comment est-ce que Trend Micro répond à ces besoins de NIS 2. Et je vais faire aussi une explication sur le ZTSA, donc sur le Zero Trust Secure Access. Comment est-ce que Trend Micro aborde ce sujet Zero Trust et donc comment est-ce qu'on va pouvoir le paramétrer. Donc justement, cette partie paramétrage qu'on verra dans la partie technique qui va durer environ 40 à 45 minutes. On va voir directement sur la console comment est-ce qu'on paramètre ce Zero Trust. Alors pour faire un rappel des directives NIS 2, donc pour commencer, je pense qu'il est important de rappeler d'où l'on vient. C'est-à-dire, en fait, NIS 2 a été apporté à la suite de NIS 1. Donc NIS 1 avait été mis en place en 2016. Ça avait touché déjà beaucoup d'entreprises en Europe, donc 15 000 entreprises en Europe et à peu près 300 en France. Et finalement, NIS 1, ça avait énormément fonctionné, très bien fonctionné. À tel point que les attaquants, donc les personnes malveillantes, n'arrivaient plus forcément à attaquer les entreprises qui étaient impactées par Nice 1. Et donc, ils ont trouvé des moyens détournés pour arriver à leur fin. Ils passaient notamment par ce qu'on appelle la chaîne d'approvisionnement. Donc, ils vont passer par un prestataire pour arriver directement dans l'entreprise souhaitée. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a ces directives NIS 2 qui vont élargir énormément ce périmètre d'entreprise. Donc aujourd'hui, on va couvrir avec NIS 2 jusqu'à 18 secteurs d'activité, ce qui va faire entre 10 et 15 000 entreprises en France et plus de 100 000 en Europe. Ces secteurs-là vont être répartis finalement sur deux secteurs d'activité, sur deux annexes. Donc on va avoir le secteur d'activité essentiel et le secteur d'activité importante. Si jamais vous avez un doute sur votre éligibilité, on va dire, ou si jamais vous avez un doute pour savoir si vous êtes impacté ou non par ces directives NIS 2 là, vous avez le simulateur ANSSI, hein, qui est un lien cliquable qui vous permet donc suite à un questionnaire, de savoir si vous êtes ou non impacté par ces directives-là. Et puis, si jamais vous avez un doute, toujours, hein, vous pouvez contacter notre monsieur MSP, notre MSP manager au sein de Chris Réseau, monsieur Yann Boulier, qui va savoir vous orienter justement sur les directives NIS 2. Hop, sur les différentes directives NIS 2, pour vous orienter, pour savoir si vous êtes donc ou non impacté, si jamais vous avez le moindre doute. Mais il va aussi vous orienter pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient devenir MSP. Il saura aussi vous orienter dans cette démarche-là. Maintenant, si on prend l'exemple d'une entreprise, donc de l'administration publique par exemple, qui pourrait être très bien une mairie, vous en tant que partenaire, vous faites partie de la chaîne d'approvisionnement parce que vous travaillez avec cette mairie-là. Parce que vous gérez peut-être leur sauvegarde de données, parce que vous gérez sa CRM ou parce que vous gérez son MFA.
Ça peut très bien aussi être parce que, c'est vous qui vous occupez, de remplacer les imprimantes, au sein de cette mairie. Et ben, comme cette mairie doit se, contraindre aux directives NIS 2, vous devez vous aussi en tant que partenaire, hem, vous contraindre, aux directives NIS 2. Donc c'est pour ça que c'est important aujourd'hui de, enfin de savoir si on est, déjà si on est impacté par NIS 2, mais aussi de savoir si vous, en tant que partenaire, vos clients vont être impactés par NIS 2 pour vous mettre au niveau de NIS 2. Donc pour refaire un petit peu la chronologie de NIS 2, donc NIS 2 a été approuvé par le Parlement européen en octobre 2021. La directive, NIS a été adoptée, enfin NIS 2 a été adoptée et publiée au Journal officiel européen en décembre 2022, et ensuite en octobre 2024, il y a eu cette transposition de NIS 2 en loi nationale, donc c'était tout récent, c'était il y a un mois et demi à peu près. Et NIS 2, on sait que NIS 2 devait être, mis en place en novembre, puis finalement ça a été décalé, jusqu'en 2027, donc en novembre 2024 à la base, et puis ça a été décalé jusqu'en 2027 pour permettre justement aux entreprises de se rendre compliantes avec ces différentes directives-là. Donc le 17 janvier 2025, les États membres informent la Commission européenne des règles et mesures adoptées. Donc la France va devoir, informer la Commission européenne des règles qu'elle a adoptées. Et puis chaque État membre va établir sa liste aussi d'entreprises essentielles, des entreprises importantes, à la Commission européenne. Donc la France va devoir aussi définir quelles sont ces différentes entreprises. Et enfin, on va avoir la fin de la période d'une période de tolérance, et une mise en place de sanctions en 2027. Donc aujourd'hui, on est sur ce qu'on appelle une période de tolérance, donc qui va permettre aux entreprises de se rendre compliantes à ces directives-là. Et 2027, c'est loin, mais c'est pas si loin que ça non plus, hein. C'est dans 2 ans, 2 ou 3 ans, donc il faut déjà dès à présent commencer à être compliant sur ces différentes directives-là, avant de subir de potentielles sanctions. En parlant de sanctions, on va avoir différentes sanctions, et c'est important je pense, d'en parler, puisqu'aujourd'hui, c'est le seul moyen que va avoir, l'État de forcer finalement les entreprises à, à se rendre compliantes à ces directives-là, puisque le but effectivement, c'est quand même de les sécuriser un maximum. Et donc on va avoir des sanctions qui peuvent être quand même assez importantes, selon le type, d'entité, que l'entreprise va être. Mais pour une entreprise, par exemple, une entreprise essentielle, on va pouvoir aller jusqu'à 10 millions d'euros ou même 2 du chiffre d'affaires. Donc pour les plus grosses entreprises, ça fait quand même un billet assez important. Donc il ne faut pas négliger forcément ce point-là. Donc quelles sont les différentes, directives NIS 2, et finalement à quelle directive Trade Micro va pouvoir répondre? Donc vous le savez, hein, on a jusqu'à 10 directives NIS 2. Avec Trade Micro, on va pas forcément répondre à toutes les directives, puisqu'on va pas pouvoir répondre, par exemple, à la continuité des activités. On va pas pouvoir faire de PRA avec Trade Micro. On a d'autres solutions chez Chris qui peuvent répondre en revanche à ce type de directive, mais avec Trade Micro, on va pas savoir le faire. En revanche, on va pouvoir faire, des politiques relatives à l'analyse des risques, par exemple. On va pouvoir, gérer la sécurité des ressources humaines, des politiques de contrôle d'accès et la gestion des actifs. Mais on va pas pouvoir, par exemple, aussi, gérer la sécurité de la chaîne d'approvisionnement. Donc c'est ce dont je vous parlais, heu, donc qui vise à rendre compliant tout prestataire qui vont travailler avec les entreprises qui sont NIS 2. Donc vous, en tant que prestataire, vous serez forcément impacté par cette directive-là. Si on rentre un peu plus dans le détail dans les, directives NIS 2, si on va prendre la première par exemple, les politiques relatives à l'analyse des risques, ben, c'est une politique sur laquelle on va, pouvoir répondre avec Trend Micro, via la solution ASRM, donc l'Attack Surface Risk Management, finalement la gestion de sa surface d'attaque, avec donc un score de risque qui nous est attribué selon notre surface, d'attaque, donc notre risque de surface d'attaque.
Et c'est un score qui est évolutif, donc selon ce qui se passe sur notre, SI, notre score va évoluer. Effectivement, si on adopte des mesures de sécurité, notre score va diminuer et si on a des, potentielles failles qui se rajoutent, des vulnérabilités qui viennent s'ajouter, là, bah, on va avoir un score qui forcément, s'agrandit. Au niveau de la gestion des incidents, donc là, on va, pouvoir répondre avec l'EDR-XDR de Trend Micro. Je pense que c'est la solution peut-être la plus connue chez Trend Micro. C'est vraiment cette partie EDR-XDR. Donc sur Vision One, on va avoir, je ne sais pas si c'est très lisible parce que c'est assez petit, mais on va avoir la possibilité donc de faire de la remédiation sur un arbre d'attaque, donc toute une chaîne d'attaque. Et on va pouvoir faire de la remédiation sur un utilisateur, un poste ou même un fichier. On peut aussi attribuer ce type d'événement, donc finalement ces attaques à une personne, c'est ce qu'on appelle des cases. On attribue ces cases-là à une personne qui va pouvoir, donc analyser le risque, analyser l'attaque et puis prendre une décision, savoir si c'est un faux positif, un vrai positif, mettre des notes et cetera. La politique numéro 6, qui est la politique des procédures pour évaluer l'efficacité des mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité. C'est une politique qui est pas forcément parlante quand on la lit comme ça, mais en fait, elle est assez simple. C'est une politique qui nous indique uniquement qu'on doit vérifier finalement l'efficacité des politiques qu'on a mis en place, des politiques de sécurité qu'on a mis en place et avec Trend Micro, donc avec l'Attack Surface Risk Management encore une fois, on peut répondre à ce besoin-là puisqu'on a une partie qui s'appelle, un module qui s'appelle Security Configuration qui va nous permettre, qui va nous dire finalement, bah, sur cette politique, qui est appliquée à tel poste, on a, tel module sur la politique qui n'est pas activé, donc il faut y remédier, ou tel module qui n'est pas activé et cetera. Donc on a vraiment un une analyse qui est faite sur nos politiques et des recommandations d'action, pour y remédier. Au niveau des pratiques de base, donc au niveau de la cyberhygiène, de la formation à la cybersécurité, donc ça, c'est simplement une politique qui vise à, sensibiliser les collaborateurs, parce qu'aujourd'hui, on sait que les collaborateurs sont, une des premières sources, d'attaque, d'une entreprise, hein, et on sait qu'ils ne sont pas toujours tous, sensibles aux différentes, aux bonnes pratiques cyber. Et ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir remédier avec, la Security Awareness, de Trend Micro qui est disponible sur Vision One. On va pouvoir donc faire dans un premier temps une, simulation de campagne de phishing et puis selon les utilisateurs qui ont été, impactés par, ou du moins qui ont cliqué sur ce fameux lien-là, alors on a différents niveaux, hein, qui sont, sur lesquels on va voir les utilisateurs pardon, être impactés. Soit ils ont cliqué sur le mail, soit ils l'ont lu, soit ils ont, cliqué sur le mail et rentré leurs identifiants, donc sur le mail de phishing. Et puis, selon le type d'utilisateur, selon ceux qui ont cliqué, ceux qui ont rentré leurs identifiants, on va pouvoir leur assigner une campagne d'entraînement, pour les sensibiliser aux bonnes pratiques, donc pour détecter un mail de phishing, pour, détecter un site qui serait potentiellement malveillant. On va les sensibiliser via des vidéos. Donc ce sont des campagnes qui sont disponibles en français, en anglais, enfin finalement dans presque toutes les langues, avec des templates qui sont customisables de A à Z. Vous pouvez vraiment créer vos propres templates les sensibiliser vos collaborateurs avec vos propres templates. Et enfin, la dernière mesure sur laquelle Trend Micro va pouvoir répondre, c'est la mesure numéro 9, la sécurité des ressources humaines, des politiques de contrôle d'accès et la gestion des actifs. Finalement, c'est celle avec laquelle on va pouvoir répondre, avec la solution Zero Trust Secure Access de Trend Micro, où on va avoir du coup ces fameux contrôles d'accès aux applications internes. Donc on va définir des applications internes et on va contrôler qui va pouvoir accéder à ces applications-là. Selon différents risques qu'on va pouvoir détecter, selon, l'utilisateur, si jamais est-ce que l'utilisateur est bien, compliant à nos politiques de sécurité? Est-ce que le poste de travail avec lequel il se connecte est bien aussi compliant? Est-ce qu'il a un antivirus, par exemple? Donc voilà. Et finalement, bah, qu'est-ce que c'est que le Zero Trust Secure Access? Et comment est-ce que Trend Micro finalement aborde cette, notion de Zero Trust? Eh ben, Trend Micro va l'aborder selon 3 piliers.
Donc le private access, l'internet access et l'AI access. Alors Zero Trust, qu'est-ce que c'est finalement aussi? C'est la phrase de base du Zero Trust, c'est ne jamais faire confiance et toujours vérifier. Donc never trust, always verify. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir vérifier l'identité de l'utilisateur qui se connecte. Il va falloir vérifier la posture du poste de travail qui va pouvoir se connecter à la ressource. Et en vérifiant déjà ces deux aspects-là, on va pouvoir savoir si l'utilisateur ou si le poste de travail est compliant avec nos politiques et donc lui donner l'accès ou non à nos ressources internes. C'est vraiment pour avoir une approche zéro trust, donc finalement ne jamais faire confiance aveuglément. C'est pas parce qu'on a un mot de passe et un identifiant et un mot de passe qu'on peut se connecter à nos ressources. On va quand même vérifier l'intégrité des personnes. Et les trois piliers, donc le private access qui va être celui qui va pouvoir nous sécuriser l'accès aux applications internes, qui va pouvoir remplacer aussi finalement les VPN avec une approche zéro trust, donc qui est très flexible et surtout très sécurisée. On a l'internet access qui lui va agir comme un proxy, un proxy, avec de vraies notions de sécurité derrière. C'est pas uniquement on va autoriser ou bloquer des sites, on va le voir par la suite hein, dans la démo. On va pouvoir vraiment déjà vérifier l'intégrité du poste de travail qui va s'y connecter, pareil pour l'utilisateur et bloquer, avoir une inspection sur un site et le bloquer en temps réel si jamais on voit que le site est malveillant. Et l'AI Access qui est aussi un point différenciant de Trend Micro sur cet aspect-là, qui va nous permettre de sécuriser tout ce qui est Gen AI, donc les IA génératives, style ChatGPT, Copilot, et cetera, qui aujourd'hui font vraiment partie d'un d'un site avec lequel on va pouvoir travailler, d'un outil de travail finalement. Sauf que ces outils-là, ils sont très hermétique, on a beaucoup de mal à savoir, comment est-ce qu'ils fonctionnent, et donc c'est pour ça qu'il faut protéger déjà ce qu'on envoie sur ces IA-là et il faut aussi protéger la réponse, de ces IA parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est très compliqué justement de protéger ces IA. Donc Etrel Micro a réussi à protéger ce nouvel outil finalement, qui sont, les IA génératives. Donc voilà pour l'explication du Zero Trust et pour l'explication finalement de Nice 2. On va maintenant partir passer à la console directement. Hop, alors je vais arrêter ma présentation, partager mon écran. euh, Tac. Est-ce que vous voyez tous mon écran? Si je reprends le chat. On voit bien ton N'hésitez écran, pas. Tanguy. Ok, super. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions à les poser dans le chat, hein. Donc pour la partie démonstration technique, donc voilà la console Vision One, avec l'onglet Zero Trust Secure Access, hein, qu'on va pouvoir voir ici sur la gauche. Donc on a notre ASRM ici, l'Attack Surface Risk Management dont je vous parlais tout à l'heure pour les compliance NIS 2. Et là on va voir donc cette partie Zero Trust Secure Access. On va faire un focus un peu plus particulier sur cette partie-là. Donc on va voir notre overview, donc finalement notre vue d'ensemble du Zero Trust avec différentes informations. Quelles sont les règles qui ont le plus matché, quel est l'utilisateur qui va détecter et avoir le plus d'activité, quels sont les IA qui ont été testés et qui ont été comment dire, qui ont été monitorés. Enfin, on va avoir différentes informations à ce niveau-là qui va nous permettre donc d'avoir une vue d'ensemble finalement sur ce qui se passe sur notre parc. Si on veut configurer ici nos contrôles d'accès, finalement, nos accès à nos applications internes, donc on va voir cette partie-là, le private access, hein, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. On a nos trois piliers, le private access, l'internet access et l'AI access. Et le risque control, on le verra un petit peu plus tard, qui va nous permettre justement de vérifier le potentiel risque d'un utilisateur. Donc pour la partie private access, comment est-ce qu'on le configure finalement? Donc on va définir différents types de personnes. Donc moi j'ai défini un RSSI, j'ai défini un admin réseau par exemple, une personne de la technique. J'ai défini un employé lambda qui serait un employé de la compta ou un employé d'un RH. Un employé lambda d'un profil technique, on va dire. Pour le RSSI,
on va plutôt décider de lui donner accès à tout parce que c'est dans son cœur de métier. C'est effectivement lui qui va devoir avoir accès à tout type d'applications internes pour vérifier sa sécurité, pour travailler aussi. Un admin réseau, lui, va avoir besoin, bah, d'accéder peut-être à un firewall, d'accéder à, je sais pas, un vCenter, à différentes applications qui sont liées à son métier. Et un employé de la compta ou un employé RH, lui va devoir accéder uniquement à ces applications compta et RH. Dans mon cas, j'ai uniquement mis une application qui est un serveur data, qui est accessible uniquement avec, du SMB, donc avec le protocole SMB. Si on rentre un peu plus dans le détail sur, la configuration de la règle du RSSI, on va pouvoir donc déjà aller regarder quels sont les utilisateurs ou les groupes qui vont être ciblés par cette règle-là. Donc moi, j'ai mis, le groupe RSSI et puis je me suis mis aussi mon utilisateur à moi pour pouvoir faire des tests puisque c'est le groupe, qui a accès à tout. On va pouvoir vérifier le posture du device, hein, donc le posture de la posture du poste de travail, savoir est-ce qu'il a un antivirus, savoir est-ce que, hop, on va pouvoir venir ici définir les différentes postures, donc savoir est-ce qu'il a un antivirus, est-ce qu'il a la dernière version d'OS qui est installée, est-ce que le poste de travail a joint aussi notre AD, donc est-ce qu'il est dans l'AD? Ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir venir vérifier. On peut aussi vérifier la localisation de la personne sur laquelle elle se connecte. Donc on peut ajouter ici une adresse IP publique. Sinon, on a des, localisations selon chaque pays. Si je prends l'exemple d'un prestataire, par exemple, qui souhaiterait se connecter le parc, sur le site du client, à des applications internes du client, on pourrait très bien, donc choisir pour le prestataire qui se connecte uniquement en France, ou alors si on a un prestataire qui est en Belgique ou, au Royaume-Uni, on pourrait venir mettre une règle qui ne s'applique uniquement, qu'à ces pays-là. La destination, finalement, c'est celle qui va nous intéresser peut-être le plus, c'est donc les applications auxquelles on va vouloir donner accès à cette règle-là. Dans le cas du RSSI, encore une fois, on veut qu'il ait accès à toutes les applications, donc on lui met toutes les applications, mais on pourrait très bien venir ici choisir les applications auxquelles on veut lui donner accès. On verra un petit peu par la suite d'ailleurs comment est-ce qu'on configure ces applications internes-là et comment est-ce qu'on les renseigne, auprès de Vision One. Et enfin, cette partie programmation qui va nous permettre de définir, quand est-ce que la règle est appliquée. Donc on peut l'appliquer, par exemple, du lundi au vendredi entre 9 heures et 18 heures, et ça va nous permettre donc de savoir d'appliquer cette règle uniquement dans cette période-là. On peut aussi venir choisir à quelle période, de l'année finalement cette règle est appliquée. Encore une fois, si on prend l'exemple du prestataire, le prestataire, on sait qu'il doit intervenir pendant 3 jours, donc du lundi au jeudi, par exemple, ou du lundi au mercredi, et il travaille que le matin, donc entre 9 heures et midi ou 9 heures et 13 heures. Et ben, on peut très bien mettre une règle ici qui dit que cette règle-là ne s'applique qu'entre telle date et telle date. Et enfin, la partie action, finalement, donc c'est celle qui va nous permettre soit d'autoriser l'accès à une application, soit de la monitorer, soit de la bloquer. Donc, si on bloque, ben, on bloque, l'accès à l'application. Si on l'autorise, et si on la monitor, finalement, ça va nous permettre de générer du log. On va pas bloquer l'accès à l'application, on va pas non plus l'autoriser en lui faisant pleinement confiance. On va générer beaucoup de logs, ça va nous permettre dans une phase d'audit, dans une phase de pré-production, de savoir, d'affiner un petit peu finalement cette règle-là. Comment fonctionnent finalement ces règles? Comment fonctionnent ces règles, pardon? Donc on va avoir différentes priorités. Ça va fonctionner finalement comme des règles de firewall. Donc on va avoir la priorité numéro 1 qui va être appliquée jusqu'à la dernière priorité, donc jusqu'à la dernière règle. Et la dernière règle est une règle de block all, hein, qui va nous permettre qui va donc bloquer tout accès à n'importe quelle application. Hem, donc finalement, si on ne matche pas avec une règle, et qu'on matche avec aucune règle, on va passer à la règle de block all, donc notre accès sera refusé à n'importe quelle application. Si on vient ici, regarder comment est-ce qu'on crée nos applications internes finalement. Donc on a notre partie Secure Access configuration et le Private Access configuration, parce qu'on est encore sur la partie Private Access. On a toutes nos applications internes ici qui sont référencées.
Si je prends un exemple qui est assez parlant, par exemple l'accès en SSH au firewall, je viens juste la modifier ici. Donc on peut lui mettre un nom, on peut lui mettre une image si jamais. Donc nous c'est un firewall Storm Shield qu'on utilise, donc j'ai sélectionné une image d'un Storm Shield. Une description. Alors ça peut être ce que vous voulez comme description. C'est un moyen de décrire quel est l'accès finalement qui est accordé. Un connecteur. Alors ce connecteur-là, en fait, c'est sur ce connecteur-là qu'on va se connecter en tant que client. Parce qu'on a 2 manières de se connecter, je vous en parle un tout petit peu après. On a la manière donc avec un client, c'est-à-dire on pousse un module sur un poste, et on se connecte donc sur ce module-là, et ce module-là va en fait quand on veut se connecter par exemple au firewall en SSH, on se connecte finalement sur ce connecteur-là, et puis c'est le connecteur qui va se connecter sur le firewall. Ça va marcher finalement un peu comme un bastion. Ce qui va nous permettre finalement dans un réseau, donc de séparer nos applications internes et de séparer notre réseau interne finalement. Hem et où d'un côté, on mettrait toutes nos applications internes et d'un autre côté, on mettrait tous nos postes de travail, avec notre connecteur qui serait sur ce poste, sur ce réseau interne, et on pourrait très bien dire sur un firewall qu'on autorise uniquement l'IP de notre connecteur à se connecter aux applications internes. C'est une manière de sécuriser un peu plus ces applications-là. Et on a aussi cette partie browser access, donc qui nous permet depuis je vous le montrerai un petit peu plus tard aussi, depuis un navigateur finalement, de se connecter aux applications internes, donc depuis n'importe où, hein, depuis n'importe quelle IP. On va se connecter du coup sur ce fameux connecteur, et puis c'est le connecteur qui nous redirige vers la bonne application. C'est pour ça qu'on va pouvoir remplacer aussi, les VPN. Et enfin, on peut leur mettre aussi un tag à notre application. Dans mon cas, par exemple, le firewall, je veux qu'il ne soit accessible uniquement que par l'administrateur réseau, et par le RSSI parce qu'il aurait accès à tout. Donc je lui mets un tag administrateur réseau. On a différents tags qui sont référencés déjà par défaut par Trend Micro. Vous pouvez très bien choisir un tag qui est mis par Trend Micro, mais sinon on peut mettre un tag totalement custom. Moi j'ai mis admin réseau, mais je pourrais très bien mettre, ce que je voulais, voilà. Donc je vais remettre juste mon tag admin réseau. Hop. Donc ensuite, on a cette partie finalement client access, donc comme je l'ai dit avec le module, on va définir le protocole utilisé, l'IP de notre application et le port qui est utilisé. Pour la partie browser access, ça marche à peu près de la même manière. Donc on a notre protocole, donc là c'est du web-based SSH parce que forcément ben, c'est un protocole qui est sur navigateur. Mais sur la partie browser access, on peut mettre donc du web, donc HTTP ou HTTPS, du RDP ou du SSH. Pareil, hein, on met donc l'IP interne et le port. On va avoir la possibilité de montrer ou non l'accès à l'application à l'utilisateur. Ça va lui permettre donc à l'utilisateur de savoir s'il a accès ou non à ces applications internes-là. Je vous montrerai un petit peu plus tard comment est-ce qu'on voit justement si on a accès ou pas à une application. Et on va pouvoir aussi vérifier l'accessibilité à notre application en faisant un check. Donc on peut faire un check programmé, hein, toutes les 5 minutes, il y a un check qui est fait. Je vous conseille de le faire, c'est quand même assez intéressant pour savoir si jamais l'application est toujours en vie ou toujours accessible ou pas. Donc pareil, on renseigne une adresse IP et un port pour vérifier l'accessibilité. Maintenant, finalement, comment est-ce que ça se présente sur un environnement de test? Donc j'ai une VM ici avec lequel je suis connecté avec mon utilisateur RSSI, donc ce qui s'appelle DRSSI. On a notre module ici qui est déployé, donc hop, on vient ici. Sur notre partie Internet Access, on a du SSO, on le verra un peu plus tard comment est-ce qu'on peut le configurer. Donc dès qu'on se connecte à notre environnement Active Directory avec donc nos identifiants, on a notre SSO qui nous connecte automatiquement à la partie Internet Access. En revanche, pour la partie Private Access, il faut automatiquement se connecter. Donc on clique sur le bouton Connect. Ça nous renvoie vers une page donc d'un IDP qu'on aura configuré. Dans notre cas, on utilise Wallix TrustLM. On se connecte avec l'identifiant de notre utilisateur. Ça nous connecte. Voilà. Et une fois qu'on est connecté, on a ce fameux bouton ici, View. Donc c'est le bouton sur lequel on va pouvoir voir les applications auxquelles on a accès.
C'est là aussi, c'est pour ça que si on décoche la case, que de pour permettre à l'utilisateur de voir s'il a accès à l'application, en fait, on la verrait pas ici. Si je veux accéder par exemple à mon firewall en HTTPS, j'ai juste à cliquer sur le petit bouton firewall HTTPS, ça nous ouvre notre navigateur et on est connecté à notre firewall. S'il veut bien, normalement il nous connecte à notre firewall. Peut-être qu'il y a une erreur, au niveau du firewall, normalement il est accessible. En tout cas, voilà. En tout cas, sinon, si, je sais pas pourquoi il veut pas me connecter, c'est l'effet démo, c'est normal. Si on veut accéder à notre AD en RDP, donc on voit ici qu'on a l'accès en RDP à notre Active Directory. On vient simplement donc cliquer ici sur notre Active Directory. Ça nous connecte, ça nous autorise la connexion. Si on était venu ici se connecter avec, alors je sais pas pourquoi là j'ai plus accès à rien. Peut-être qu'il fallait que je fasse un petit reboot de la machine. Néanmoins, si on était venu se connecter ici avec un utilisateur qui n'avait pas accès à notre Active Directory, eh ben, on se serait vu refuser l'accès, avec une notification qui nous aurait indiqué qu'on n'a pas accès justement à notre application. Si on vient aussi se connecter avec une machine qui n'a pas finalement de hop, je me connecte ici. Alors je vais juste me déconnecter de l'autre ici, voilà pour éviter, toute connexion, je vais me déconnecter aussi ici. Hop. Si on se connecte ici avec une machine finalement qui n'a pas d'antivirus, comme moi j'ai mis en place sur ma règle de Secure Access que je voulais, qu'il y ait uniquement, les machines avec un antivirus de la marque Trend Micro qui puissent se connecter. Cette machine-là n'a pas d'antivirus de la marque Trend Micro, ou du moins, voilà, pas de la marque Trend Micro, il a peut-être celui de Microsoft. Hop, je me connecte avec le compte de mon RSSI. Il va donc nous refuser tout accès à, nos applications internes, vu qu'on ne matche pas finalement avec la règle de Secure Access, hein, donc la règle qui dit qu'on a accès à tout, du moment où on a notre antivirus qui est installé. Alors c'est un peu long, je ne sais pas pourquoi. OK, c'est en train d'arriver. Juste le temps que le module se connecte. Va venir donc il se connecte automatiquement, on va venir juste forcer un petit peu son démarrage. Voilà, donc là il nous dit: «Attention, pour accéder à nos applications», c'est ouvert 2 fois, hop. OK. Il va donc nous demander de nous connecter avec notre fameux IDP, hein, qu'on a configuré un peu plus tôt. Forcément, il y a rien qui marche lorsqu'on fait la démonstration. OK, super. Donc on va se connecter avec le compte de notre RSSI. Voilà, on est connecté, donc on se connecte à la partie Private Access. La partie Internet Access, on est connecté via le SSO. Bon, ça, il a pas l'air de vouloir. Je sais pas pourquoi. Heu, enfin si, et remarque ici, je sais pourquoi il veut pas nous connecter, parce qu'effectivement, comme on n'a pas d'antivirus, normalement, il nous refuse la connexion. Je vais juste essayer de me reconnecter ici, parce que j'en aurai besoin par la suite pour vous montrer justement la partie Internet Access, partie sur laquelle on va directement aller se connecter. Je reviens sur mon navigateur. Donc je vous ai parlé tout à l'heure de la partie, du browser access, donc comment est-ce qu'on accède à nos applications internes, via notre navigateur. Donc on a ici, lorsque vous vous connectez pour la première fois, il vous demande de créer un nom de domaine. Donc, moi mon nom de domaine, j'ai mis ZTSA safe, et ensuite il nous donne donc accès à un tenant finalement, un tenant qui vous appartient. Donc moi c'est le Trend Vision One Chris Réseau, le Zero Trust Secure Access. On vient ici rentrer l'identifiant de la personne avec laquelle, hop, mince, recommence. L'identifiant de la personne avec laquelle on veut se connecter. Donc moi, c'est dans le cas, je vais prendre encore une fois le RSSI. Hop, on se connecte. Pareil, hein, ça nous redirige vers notre IDP qui va nous authentifier.
J'aime trop quand ça fait comme ça. Pourtant, on n'est pas connecté. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas. Je vais essayer en navigation privée. Je suis sûr que ça va marcher. Hop. Voilà. On se reconnecte. Voilà. Donc, on arrive sur cette page-là. J'avais du cache tout à l'heure qui devait être en fonction. Donc, on arrive sur cette page-là, donc avec toutes nos applications auxquelles on a accès. Et si on veut se connecter, par exemple, à l'AD en RDP, ah d'accord, c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas nous connecter, parce qu'on a notre. Alors, je vais vous le montrer justement. Cette partie, risque contrôle. Ici, s'il veut bien s'enlever. Donc, on a la possibilité avec le risque contrôle d'empêcher la connexion à un utilisateur à une application interne si jamais on découvre que, par exemple, l'utilisateur a un score de risque qui est trop élevé. Ça, on va pouvoir aller le voir sur la partie ASRM, mais mon utilisateur RSSI, il a un score de risque qui est supérieur à 70. Du coup, il n'a pas le droit de se connecter aux applications internes. Donc on peut définir différents contrôles comme ça. Donc ça peut être sur le score de risque, ça peut être pour un device par exemple, savoir s'il y a un workbench qui a été détecté, donc finalement une alerte qui a été levée sur ce device-là. Alors je ne l'ai pas activé parce que forcément, comme je fais des tests avec ma VM, j'aurais jamais pu accéder à une ressource interne. Mais donc, comme dès qu'un workbench est détecté sur une machine, ça nous coupe toute connexion avec une application interne. Et voilà, c'est pour te prévenir finalement que bah, tu n'es pas compliante avec ma politique de sécurité, tu n'as pas le droit de te connecter à mes applications internes. C'est pour une question de sécurité. Donc voilà pour la partie private access. Donc finalement ici, quand on revient, hop, sur notre accès web, voilà, il nous dit bien, donc utilisateur compromis qui est la règle finalement de risque contrôle que j'avais, configurée et il nous dit voilà, donc votre utilisateur a, actuellement un score de risque qui est trop haut, pour accéder à cette application interne-là. Donc on peut, vérifier en temps réel le niveau de risque que l'utilisateur, a. Hop, je vais me reconnecter ici, voilà, sur la VM. On va lancer le module. On est connecté à partir d'Internet Access, super. Je reviens, hop, sur notre partie Secure Access Rule, donc la partie où on va pouvoir définir finalement comment est-ce qu'on donne l'accès à Internet à nos utilisateurs. Donc ça fonctionne comme un proxy finalement, donc on va pouvoir bloquer des sites interdits, par exemple des sites malveillants ou des sites pour adultes. Donc là, on a différentes catégories qui sont disponibles. On clique sur les catégories qu'on veut bloquer, et puis ça va nous bloquer nos sites. Et on va aussi pouvoir venir bloquer ou du moins restreindre l'accès à certains sites. Par exemple, je veux restreindre l'accès à la chaîne YouTube de Trend Micro, donc je veux que mes utilisateurs accèdent uniquement à la chaîne YouTube de Trend Micro et pas à d'autres chaînes YouTube. Donc si je viens ici sur ma VM, je lance une page internet. Euh, Hop, on va pas se connecter. On va utiliser Google. Là, hop, j'accède. Donc, non, c'est pas ce que je voulais faire. Hop, c'est pas grave. Donc j'accède à YouTube. Hop, je me connecte à YouTube. Voilà, donc si je viens ici chercher la chaîne YouTube de Trend Micro, hop, je vais pouvoir prendre leur chaîne ici. Je clique sur vidéo, je vais prendre par exemple leur dernière vidéo. Voilà, là on va pouvoir la lire. Par contre, si je viens ici choisir une vidéo qui n'est pas donc de la chaîne YouTube de Trend Micro, quand on clique dessus,
on a l'accès qui est refusé. Donc il nous dit: «Attention, vous n'êtes pas connecté à internet». C'est simplement que finalement l'accès a été refusé à cette chaîne YouTube-là. Donc comment est-ce qu'on paramètre ça? Je reviens donc sur mon tenante, Vision One. Si on clique ici sur, sur l'accès, donc sur la règle, donc encore une fois, on va pouvoir sélectionner l'utilisateur ou le groupe d'utilisateurs à qui la règle va être appliquée. Donc moi, j'ai décidé de l'appliquer à tout le monde. Le device posture profile, donc c'est si jamais on veut vérifier le device, l'intégrité du device. La localisation, encore une fois. Le trafic, donc savoir si on veut bloquer certains sites ou non. Et enfin, nous, ce qui va nous intéresser le plus ici, c'est cette partie-là, la partie action. Donc on veut autoriser l'accès au site. En revanche, on veut vraiment restreindre l'accès à certains tenantes. Donc pour la chaîne YouTube, je viens ici, donc je suis venu ici sélectionner l'application cloud YouTube. On lui met un petit nom, on lui met une description, et vient sélectionner ici le channel ID de la chaîne YouTube. On a aussi la possibilité de faire ça pour restreindre l'accès à certaines tenantes Microsoft Office 365. On peut le faire sur certaines applications aussi de Microsoft, donc comme OneDrive, Hotmail ou Xbox. Sur l'accès à Google Workspace et l'accès à Dropbox, par exemple. On va pouvoir aussi venir sélectionner différents niveaux de protection web. Donc ça, c'est ce que vous connaissez déjà peut-être sur, d'autres solutions de Trend Micro. Donc venir choisir ici le niveau de protection web qu'on veut faire. Si on veut qu'on fasse du scan de fichiers ou, avoir du scan un peu plus avancé sur certaines, IP, suspicieuses ou URL suspicieuses, et cetera. On peut ici envoyer directement en sandbox, des URL, pour qu'elles soient analysées. Et on peut aussi, activer du DLP, donc du Data Loss Prevention sur les règles, d'internet access. Hop, donc voilà finalement comment est-ce qu'on configure notre partie internet access. Je vais juste quand même vous montrer comment est-ce qu'on, on applique ici le SSO pour la partie internet access, donc pour le client. Donc alors l'internet access déjà on peut soit le configurer de 2 manières. Soit on vient se connecter donc sur, une partie cloud, donc sur une gateway cloud, donc hébergée par Trend Micro. Soit on, l'héberge en on-premise, donc avec une VM qui est installée. Donc moi c'est comme ça que ça fonctionne. Je vais me connecter directement à une VM, avec une certaine IP. Donc c'est un service gateway, hein, finalement, on se connecte, c'est un service qu'on déploie sur un service gateway de Trend Micro pour ceux qui connaissent, sur Vision One. C'est simplement une VM en fait, avec un service ZTSA. Et c'est lui qui va faire office de proxy finalement. On peut venir l'appliquer à différents types de profils, donc sur de l'iOS, Android ou du Windows et du macOS. Choisir les sites qui sont inspectés ou non. On sait qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit, par exemple, d'inspecter des sites, de banque ou des sites médicaux. Bah, en fait, ici, la règle par défaut, elle, n'inspecte pas les sites de banque et les sites médicaux. Voilà. On a différentes catégories ici qui ne sont pas inspectées. Et enfin, la partie global settings, c'est ce qui va le plus nous intéresser. Donc, on a du safe search qui est configurable, sur Google, Yahoo, Microsoft Bing ou sur YouTube. Et on a cette partie single sign-on qui nous permet donc de configurer notre SSO selon notre Active Directory. Et on peut aussi, venir ici, désactiver l'accès, enfin, du moins désactiver la protection, du proxy pour un utilisateur. Donc on va générer une clé, pendant un certain temps, hein. Donc on choisit notre temps pendant 30 minutes par exemple, on vient générer une clé et une fois que l'utilisateur, on envoie la clé à notre utilisateur et quand il vient ici sur la partie internet access, il peut faire disable access protection, il rentre la clé et ça va désactiver pardon la protection pendant le temps durant le temps qu'on a défini. Voilà pour la partie internet access. Si on vient maintenant sur la partie AI access, donc comment est-ce qu'on va monitorer finalement l'accès à nos IA génératives. Donc on a encore une fois notre onglet AI Service Access. Moi j'ai décidé de créer une règle finalement qui va monitorer l'accès à, du chat GPT par exemple. Donc encore une fois, on vient sélectionner nos utilisateurs, nos groupes, la posture de nos devices et la localisation donc de savoir de là où on se connecte. J'ai sélectionné ici ChatGPT, donc je vais monitorer ChatGPT.
Alors soit on le bloque entièrement, mais il faut faire attention parce que si on bloque par exemple, du copilote, comme on sait aujourd'hui que les navigateurs utilisent beaucoup d'intelligence artificielle, mais en fait, c'est quand on bloque, complètement l'accès aux IA, on peut aussi bloquer la navigation sur internet. Il faut faire un peu attention avec le bloquer entièrement les IA. Si on veut bloquer entièrement une IA, on va peut-être préférer, sur la partie internet access, bloquer carrément le site de l'IA. Néanmoins, on va pouvoir ici venir monitorer donc l'IA, avec niveaux, donc à différents niveaux, donc bloquer le prompt, ou du moins monitorer le prompt, donc qu'est-ce qu'on va envoyer dans cette IA générative-là? Et on va pouvoir aussi monitorer la réponse que nous fait notre IA. On va pouvoir le tester juste après. Donc on va pouvoir monitorer, donc finalement si on ne veut pas qu'il y ait de données sensibles qui soient envoyées ou de données confidentielles qui soient envoyées à, ChatGPT par exemple, on peut venir ici donc définir des règles, des templates. On a des templates par défaut qui sont configurés. Dans mon cas, le template par défaut, c'est on ne veut pas qu'il y ait d'identifiant de carte bleue, qu'il y ait d'adresses postales ou d'adresses ou de numéros de téléphone, et cetera, qui sont envoyés à ChatGPT, étant donné que ce sont des données confidentielles. On peut aussi en créer, hein, des templates ici. On peut monitorer aussi l'envoi de fichiers sur ChatGPT, par exemple. Dans mon cas, j'ai décidé de bloquer l'envoi de fichiers, donc je veux pas qu'il y ait 2 fichiers qui soient envoyés à ChatGPT, pour éviter que, on ait des fichiers confidentiels qui soient envoyés. Et aussi bloquer le potentiel prompt injection, donc les attaques, sur ChatGPT. Et on peut monitorer aussi la réponse, donc mettre par exemple une liste de mots qu'on ne veut pas avoir. Par défaut, on n'a pas ChatGPT n'a pas le droit de nous envoyer, des réponses racistes ou des réponses à caractère sexuel. Bon, par défaut, ChatGPT a une règle comme ça qui nous l'interdit. Donc moi, j'ai décidé de mettre une liste de mots, interdits, donc une liste de mots auxquels il n'a pas le droit de nous envoyer. J'ai simplement mis le mot «chat» dedans, et vous verrez comment est-ce qu'on le bloque après. Donc on va directement aller sur la partie test. Ici, je vais ouvrir ChatGPT. Je vais juste venir prendre ici, parce que j'avais créé un prompt pour éviter de tout retaper à la main à chaque fois. Je prends mon petit prompt ici, hop, et je lui dis, voilà, donc fais-moi un tableau avec les informations personnelles de mes employés. Donc je mets quelques informations personnelles, une adresse mail, leur nom, leur année de naissance et la rue dans laquelle ils vivent. Je lui dis: «Fais-moi un tableau» et là, on est directement bloqué par Vision One avec un petit message qui s'affiche. Ce sont des messages qui sont personnalisables, hein, par ailleurs. Je vous montrerai tout à l'heure comment est-ce qu'on, peut personnaliser ces messages-là et qui nous dit: «Voilà, donc vous avez été bloqué sur le site ChatGPT, l'utilisateur qui a été bloqué, le type de trafic, qui a été bloqué», donc OpenAI, ChatGPT et la raison du blocage. Donc là, c'est parce qu'il y a eu des données sensibles qui ont été envoyées. Et encore une fois, on peut bloquer donc le prompt, on peut aussi bloquer la réception, hop, la réception, donc la réponse de ChatGPT. Si je viens ici dire quels sont les animaux préférés des humains, normalement il nous répond, dans sa réponse, il y a le mot chat, comme le mot chat a été bloqué, on va voir que le prompt est bloqué. Donc ça prend un peu de temps parce qu'effectivement, il faut que comme il analyse d'abord la réponse de ChatGPT et que ChatGPT envoie au fur et à mesure sa réponse, voilà, ça prend un petit peu de temps. Il faut qu'il ait le temps de tout analyser. Et là, on voit encore une fois, donc on a été bloqué et la raison, c'est, parce qu'il y a eu une réponse inappropriée de la part de ChatGPT. Voilà comment est-ce qu'on va pouvoir monitorer ces nouveaux outils-là que sont les IA génératives, comme ChatGPT ou comme Copilot. Hop, si on revient ici sur notre console, je vais pouvoir vous montrer comment est-ce que finalement on installe ces fameux modules-là, donc c'est assez compliqué, on va dire, dans la mise en place de règles, parce il faut avoir pensé à tout, penser aux différentes personnes qui vont pouvoir se connecter, aux prestataires, aux potentiels stagiaires qui pourraient venir. Il faut penser énormément de choses quand on met en place cette solution-là, donc c'est une solution qui est un peu lourde, on va dire, à mettre en place. En revanche, pour déployer le module, c'est extrêmement facile. Soit
soit, vos postes de travail sont déjà gérés par Vision One et dans ce cas-là, ils sont remontés directement ici comme moi. Donc on voit, hein, j'ai différents postes qui sont déployés. On peut venir ici faire Manage all modules et on va déployer le module sur tous nos postes de travail. Hop, on va faire comme ça parce que sinon on va faire des bêtises et ou alors sélectionner uniquement certains modules. Si on veut pas, par exemple, le déployer sur des serveurs, on vient sélectionner uniquement quelques machines et on fait deploy module sur ces quelques machines-là. Sinon, si on veut si on veut utiliser le ZTSA, donc Zero Trust Secure Access en mode standalone, c'est possible aussi. Mais uniquement ici télécharger un agent. On télécharge l'agent, on l'envoie ou on prend le lien de téléchargement ici. On l'envoie aux personnes sur laquelle, qui doivent installer donc cet agent-là. Il s'installe et par exemple, comme on voit ici, ma machine Windows 10 No AV, donc No antivirus. Je l'ai déployé en mode standalone et ça fonctionne très bien. On a vu tout à l'heure qu'on a pu s'y connecter et qu'on peut directement se connecter à la partie, private access. Donc au niveau du déploiement, c'est extrêmement facile. Il y a rien de compliqué là-dessus. Et au niveau des customisations, donc finalement de comment est-ce qu'on va pouvoir customiser les différents messages, donc différents messages de blocage, la page, donc la bannière finalement qui va s'afficher quand on se connecte sur notre browser access, donc notre accès depuis notre navigateur. Donc on peut venir ici modifier le nom. Sur la bannière, moi je suis venu mettre le logo Chris Réseau ici. On peut modifier aussi le portail, donc avec les différentes applications. Le nom ici, par défaut, tout est en anglais par défaut, donc on peut venir le customiser, mettre le message en français. Et pareil pour les messages de blocage sur la partie accès, aux applications ou sur la partie internet access. Donc on a le private access, et l'internet access. Encore une fois, donc quand notre application a été bloquée par notre règle de contrôle, notre risque contrôle, parce que notre utilisateur avait un score de risque trop élevé, on va pouvoir aussi venir aussi monitorer et customiser du moins le message qui est envoyé. Et pareil aussi pour les messages renvoyés par ChatGPT, enfin du moins par les IA génératives. Donc voilà pour la démonstration du Zero Trust, comment est-ce qu'on va le configurer et comment, comment est-ce que ça fonctionne finalement, sur une machine, côté utilisateur. Donc on a vu le côté configuration et le côté utilisateur avec les tests, des différentes règles qu'on a mis en place. Je vais revenir, hop, ici, arrêter le partage, regarder s'il y a des questions. J'en vois pas. N'hésitez pas, hein, surtout si vous avez la moindre question. Hop, je vais peut-être vous montrer une dernière slide, ici, avec des avis d'experts. Oups, j'étais trop loin. Voilà, hop, je vous repartage mon écran une seconde. Donc finalement, des avis d'experts, donc comment est-ce que, pourquoi est-ce qu'il faut installer finalement ce type de protection-là? Parce que déjà on va avoir une protection avancée, sur des accès aux applications internes. On va pouvoir se conformer aussi, donc aux différentes directives NIS2, et puis on est auditable parce qu'on a plein de logs qui sont remontés sur les différentes connexions, savoir si un utilisateur s'est connecté à tel moment et cetera. Ça on va pouvoir le savoir aussi sur les logs, du ZTSA. On réduit forcément fortement la menace qui va pouvoir venir de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. C'est très simple à déployer et c'est super facile, du moins c'est très, opérationnel, donc ça fonctionne très bien, hein, comme on a pu le voir. Et on peut aussi se préparer à l'avenir puisque, aujourd'hui, les IA génératives ne sont pas forcément, on ne connaît pas encore forcément tous les tenants et les aboutissants, quels sont les potentiels risques qu'on va pouvoir avoir avec, des IA génératives et donc c'est bien de s'y protéger, dès à présent. Hop. Donc voilà pour, ma petite démonstration. Si jamais vous avez les moindres questions, encore une fois, sur NIS 2, ou sur, les,
votre potentiel à devenir MSP, vous pouvez toujours vous contacter vers Yann Boulier. On vous enverra peut-être son mail et si vous avez des questions, d'ordre commercial, je vous inviterai à vous rapprocher de votre commercial de secteur, pour avoir une ordre d'idée. Alors, la alors oui, alors on va vous envoyer la présentation, ainsi que l'enregistrement de ce webinaire, dans un mail un peu plus tard. Ce sera sûrement en début de semaine prochaine, avec quelques liens utiles aussi, quelques liens utiles, concernant le zéro trust et concernant aussi Trade Micro. Alors les différences entre le ZTNA et le ZTSA, donc le ZTNA finalement c'est le Zero Trust Network Access, ça va être plutôt la partie, private access. En fait, le ZTSA, c'est le terme Zero Trust, ou du moins c'est la solution Zero Trust, de Trend Micro. Donc dans le ZTSA, on va avoir notamment du ZTNA, hein. Donc le private access finalement, c'est du ZTNA. On va avoir aussi la partie internet access qui va nous permettre d'avoir du proxy un peu plus sécurisé en quelque sorte, et notre AI access donc nous permet de protéger les IA génératives. Donc dans le ZTSA, il y a le ZTNA finalement. Je vois qu'il n'y a pas forcément d'autres questions. Je vais attendre juste une minute ou 2 en plus pour savoir s'il y en a qui sont en train d'écrire les questions. De toute façon, si jamais il y a d'autres questions par la suite, hem, on vous les enverra par mail, il y a aucun problème. On vous répondra. Heu, voilà, donc merci beaucoup déjà de m'avoir écouté. Hem, je vous envoie donc par la suite un mail avec l'enregistrement du webinaire et puis la présentation, heu et les différents donc liens utiles qui peuvent vous servir au niveau du Zero Trust, ou même au niveau de Trend Micro en général. Merci beaucoup, au revoir.